Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois, au cours des 2 prochaines semaines, M. Christian Chabot. Christian se lève chaque matin en cherchant comment améliorer le réseau de la santé. Ayant lui-même souffert de problèmes de santé au milieu des années 90, il a par la suite subi certaines complications qui l'ont amené à se pencher sur le fonctionnement du système et sur les façons de l'améliorer. Cette semaine, je vous emmène donc à la rencontre de Christian pour en apprendre plus sur son parcours médical, sa vie, ses motivations et le concept du patient partenaire. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Christian, bon matin. Bon matin. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci d'accepter. Merci de me donner l'honneur. Ah, tout l'honneur est pour moi. Donc, c'est la merveille des médias sociaux, en fait, parce que sinon, on ne se connaîtrait pas. Donc, on s'est connus via les médias sociaux, puis des intérêts communs. Donc, on va connaître un peu ton histoire, ton intérêt pour la santé et ton intérêt pour un réseau de la santé qui fonctionne mieux. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, on met la table tranquillement. As-tu une devise, un homme comme toi qui a beaucoup de choses, tu dois avoir une devise, un mantra ou... Ben, il n'y a pas un matin que je me lève puis que je me dis pas, bon, OK, qu'est-ce que je peux faire mon réseau de santé? OK. Tous les jours? Tous les jours. Je suis quasiment malade, là, comme tel, mais je suis un passionné de la santé. Puis je suis un passionné de mon réseau de santé. Je l'appelle mon réseau de santé parce que je me sens autant... Il m'appartient autant qu'à tout le monde. Puis c'est pour ça que je l'appelle mon réseau de santé. Puis un intérêt pour le réseau de la santé qui vient à la fois de ta vie personnelle et de ton travail, dans le fond, c'est... Ma vie personnelle, mon travail. J'ai toujours été entouré dans ma vie... par des médecins. Mon père était médecin. Moi, je suis né à Saint-Isidore, dans Dorchester, dans le temps. OK. Puis mon père était médecin de famille, fait qu'il couvrait 3 villages, puis je le voyais partir, puis aller dans les maisons, tout ça. De la vraie médecine de campagne. C'est ça, de la vraie médecine de campagne. On est dans les années 50 ou ton père? Moi, je suis né en 59, fait que mon père, on parle des années 60, début des années 60, là, comme tel. Puis là, les gens venaient chez nous aussi. L'assurance maladie n'existait pas à ce moment-là. Fait que les gens s'organisaient du mieux qu'ils pouvaient. Puis après ça, mon père, en 67, il a fait un infarctus. Fait qu'il s'est spécialisé en psychiatrie. OK. C'est ça. Puis là, on a déménagé pour partir de la Rive-Sud, aller sur la Rive-Nord, à Québec, à Sainte-Foy. Puis il s'est spécialisé en toxicomanie. OK. Fait qu'il a pratiqué le restant de sa carrière Saint-François d'Assise. Il y avait une espèce de clinique où des toxicomanes, où il y avait des IAE, là, comme tel. Il n'était pas mélangé, si tu veux, avec les urgences actuelles. Il était plus... il avait sa clientèle. Puis j'ai toujours, puis des amis qui sont orthopédistes, d'autres sont cardiologues. Fait que j'ai toujours été un peu dans le monde de la santé par défaut, là, un peu. Là. Fait que ça m'a toujours suivi. Puis ça m'aurait peut-être intéressé de faire de la médecine, mais j'étais peut-être pas là dans ma vie. Fait que il y a un de mes frères, on est 5 enfants chez nous, un de mes frères est médecin maintenant, le plus jeune chez nous. Fait que, puis il pratique à Bromont.
OK. Fait que, voilà mon intérêt pour la santé. Puis évidemment, avec tout ce que j'ai vécu tellement d'épisodes dans la santé personnellement. Si Moi, tu m'en parlais un peu, oui, c'est oui, ça. J'étais un enfant prématuré à 7 mois et demi. Puis je pesais 8 livres et 3 quarts, puis je mesurais 22 pouces. Okay. Fait que c'est tout. Je regarde les enfants prématurés aujourd'hui, puis ils sont souvent beaucoup plus petits que... Ben, c'est quasiment une bonne chose d'être prématuré, naître costaud comme ça. Oui, ma mère est devenue diabétique de type 1. Fait que ça fait plus de 60 ans qu'elle est diabétique. OK. Puis il n'y a pas un médecin qui peut lui montrer comment gérer son diabète. Fait que j'ai déjà eu quelqu'un qui était pogné avec une maladie chronique, là, comme telle, puis qui survit. Elle est encore vivante aujourd'hui à 87 ans. Fait que, la seule chose qu'elle a faite l'an dernier, c'est un infarctus. Mais autrement que ça, c'est une force de la nature, comme telle. Puis c'est ça, fait que quand je suis né, bien évidemment, les enfants prématurés, bon, on vit à travers tout ça, mais probablement j'avais une malformation de naissance qui n'a pas été diagnostiquée, la technologie étant ce qu'elle était dans le temps. Dans les années 60. Oui, c'est ça. Fait que j'ai vécu... En fait, j'ai toujours été un sportif. J'ai fait du sport, du hockey, du baseball, m'entraînais toute ma vie. Puis, à l'âge de 34 ans, je filais pas bien. Puis, j'ai fait une pneumonie. Fait que c'est ce qui m'a amené à l'hôpital pour savoir ce que j'avais, parce que je filais pas bien. Puis, à 34 ans, c'est ça, je rencontre un médecin à l'urgence, puis il dit... T'as une pneumonie, mais t'as un souffle au cœur. Bon, un souffle au cœur, moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Mm-hmm. Que je sais pas c'est quoi. Fait me faire rencontrer un cardiologue, me faire rencontrer un pneumologue, puis tout ça. On passe en clinique externe, évidemment, c'est toujours plus long. C'est toujours plus long de diagnostiquer la problématique. Fait que je fais ça une couple de mois, je rencontre, puis là, à un moment donné, juste avant les fêtes, je me souviens, le pneumologue qui me suivait, il me disait, si c'est pas résorbé votre pneumonie, on risque peut-être d'avoir des problématiques de cancer, parce qu'on avait encore des taches chez les poumons. Puis, ça, c'est moins plaisant de se faire dire ça dans la trentaine. Surtout avant les fêtes. Ouais. Fait que, mais ça, il n'y a pas de bon temps pour ça. Là. Ça, je le comprends très bien. Puis, j'aime mieux le savoir de même. Fait qu'après les fêtes, ma pneumonie était correcte. Mais mon souffle au cœur était encore là. Fait que je commence à passer des échos cardiaques, puis mesurais. Puis c'est diagnostiqué que j'avais une bicuspidie ou... Une bicuspidie aortique. Aortique. Parce que donc la valve aortique, normalement, 3 feuillets. C'est ça. 3 valves. C'est vraiment que c'est de la plomberie. Là. Ouais, c'est ça. Donc une valve, donc il y a 2 feuillets. Donc, c'est ça, puis elle coulait depuis... Toujours. Ben, c'est ça. Fait que donc, le cœur étant comme une pompe, mon cœur, il fallait qu'il pompe plus pour avoir la quantité d'oxygène dans mon corps que j'avais besoin. Puis en plus de ça, je suis pas une petite personne, fait que la grandeur que j'ai et au poids que j'ai, ça devait pomper un peu plus que les autres. Puis à un moment donné, je reviens, au mois de février, fais une crise d'angine. J'avais fait ça, fait que je m'en retourne à l'hôpital Laval dans le temps, puis fait qu'on me garde, on m'hospitalise dans un lit de cardio, 2 semaines de temps. Mais là, il venait me voir, puis là, il cherchait pour un cancer d'Hodgkin. Puis je suis dans un lit de cardio. Là, on est dans les années 90. Là, on est... 94. Okay. Début des années 94. Un peu pour que les gens qui nous écoutent, un peu. Non, mais c'est parfait, parce que tu avais dit mid-trentaine, pour qu'on puisse faire le corollaire, pour que les gens puissent faire le corollaire avec l'état les ressources disponibles à l'époque, où... donc, on est dans les milieux des années 90. C'est ça. Moi, j'étais résident à l'époque. Donc. Ah oui, OK. Fait que t'étais pas résident à l'hôpital Laval? J'ai passé à l'hôpital Laval en 95-96. Dans les années que j'étais là. En chirurgie cardiaque et thoracique pendant 9 mois. OK. Donc, on s'est peut-être croisés. Ouais, c'est ça, parce que j'ai été opéré 95. Écoute, février 95. J'ai peut-être fait des points sur ton péricarde. Peut-être. Il paraît qu'il y avait tellement de monde. Il y avait Daniel Doyle. Que j'ai connu. Qui m'a opéré, puis le docteur Cartier. Daniel Doyle qui opérait à la vitesse de l'éclair, c'était
Spectaculaire. Ouais, malheureusement, j'étais du mauvais côté pour apprécier tout ça. Exactement. Mais Non, j'ai apprécié c'était le vraiment résultat. impressionnant. Ouais. C'était impressionnant. Mais je savais qu'il se concentrait, puis il préparait ses Tout à fait. chirurgies. Là. J'ai eu la chance de discuter assez souvent avec lui, la façon dont il procédait, puis tout ça. Il a même filmé ma deuxième chirurgie cardiaque, remplacement de valve, avec une nouvelle caméra. Puis j'avais demandé de me faire une vidéo. OK. Puis il m'a fait un CD, là, comme tel, de la chirurgie. Que tu as encore? Ben oui, j'ai ça. J'ai ça encore parce que pour moi, je trouvais ça intéressant. On voit pas le visage. Là. Fait que, de toute façon, voit le cœur. c'est ça. On voit l'ouverture du sternum, puis tout ça. Fait que moi, j'ai apprécié ça, mais si je parle de ça à ma conjointe, c'est pas une vidéo qu'elle va vouloir revoir ou qu'elle désire voir. Elle l'a jamais vu encore. Alors, les cœurs sensibles, c'est le cas de le dire. Les cœurs sensibles s'abstenir. C'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'en 80, quand j'ai été hospitalisé suite à ma crise d'angine, je suis resté 2 semaines dans un lit de cardio. Je devais quitter l'hôpital. Puis, malheureusement, j'ai fait une angine, ou heureusement, j'ai fait une crise d'angine à l'hôpital. Fait que mon congé était plus congé, était une hémodynamie au début de la semaine pour voir ce que j'avais. Puis on a passé l'hémodynamie soit le lundi ou le mardi suivant, puis ça n'a pas été long. Ils n'ont pas fini l'examen, puis on m'a dit on va te monter au 3e central, parce que j'étais dans un lit de cardio, à l'endroit où les attentes en chirurgie cardiaque se font, là, où les patients sont comme tels. Fait que j'ai rien vu, là. Pour moi, c'était comme aller chez le dentiste. Puis mon père, je me souviens, t'as-tu fait ton testament? Pour moi, j'étais célibataire, puis le testament, non. Tu devrais peut-être le faire. Des prises de conscience semblables. Puis ça a bien été, ça a duré 8 heures, la chirurgie, puis ça a bien été, je suis reparti de là, puis comme si rien n'était. Je me suis remis à faire du sport comme, je pose pas de questions. Si j'ai pas de... Moi, j'essaie de plutôt pelleter par en avant plutôt que de rester en arrière. Fait que si j'ai pas d'informations concernant comment je devrais agir maintenant, j'agis comme si j'avais rien eu. Okay. À part la cicatrice, là, la seule affaire qui me rappelle ça, c'est juste la cicatrice. À part de ça, je continuais, m'entraînais comme je m'entraînais avant. Il n'y a rien que j'ai arrêté suite à la chirurgie. Parce que pour moi, si je n'étais pas... Ça va beaucoup pas dans la tête. Je n'étais pas un cardiaque. Pour moi, c'est des gens qui ont plus des problèmes de coronaire comme tels, qui ont leurs artères sont bouchées, ces choses-là. Moi, c'est mécanique. Il y a un petit caractère un peu péjoratif associé au titre de cardiaque, là, la maladie coronarienne. Tandis que dans ton cas, c'est congénital. On dirait que c'est 2 maladies, c'est deux entités ou 2 spectres sur le même organe un peu. Mais c'est pas la même approche. J'avais pas de diète spécifique, j'avais rien. Là, pas de facteur de risque à modifier non plus. À part le mécanique. C'est tout. Fait que, mais le mécanique, il y a une durée de vie. Là, on parle de la valve mécanique. Ouais, mais c'était une valve humaine. Ça, c'était la première. La première valve. La première valve. Ouais, c'était un homogreffe que j'avais reçu. Donc, avec un tronc commun. Ils appellent ça le Benthal. Donc, tronc commun échangé, plus la valve aortique. Puis mon cœur était rendu tellement gros qu'il y avait des risques de rupture de l'aorte. Fait que, mais ça, t'as pas de symptômes, ça, à part la crise d'angine, puis c'est tout. Fait que ça a bien été. Dr. Doyle a fait ça comme un grand. Et 10 ans plus tard, là, je m'entraînais, mais là, je commençais à être essoufflé juste en montant les escaliers, puis c'était pas normal. Là, fait que j'étais suivi par un cardiologue depuis ce temps-là, toutes les années, même si je suis pas un cardiaque. Fait que puis je venais de l'avoir, puis on n'a rien vu, comme tel. Puis à un moment donné, ça allait pas très bien. Fait que je reprends rendez-vous avec le cardiologue, puis passe un écho transésophagien. Puis là, ils se rendent compte que ce qui avait été fait en 95, donc tout ce qui était l'homogreffe,
ça ne fonctionnait plus. Fait que j'étais rendu que je parlais, puis j'étais essoufflé. Là, ça allait pas bien. Là. Fait que là... puis quand j'ai eu mon écoute anti-œsophagien, on m'a hospitalisé tout de suite. Fait que là, j'ai revu mon Daniel Doyle, mon chirurgien cardiaque, puis là, j'ai dit, OK. Il dit, je vais aller voir ça, je vais t'en revenir. J'étais dans un lit d'hôpital. Là, je voulais pas, mon char était stationné dans le stationnement. Là, je voulais partir. Je suis pas venu ici pour me faire hospitaliser. Je suis venu ici pour passer un examen. Mm-hmm. Fait que ça a pris un détour différent rapidement. Fait qu'il revient me voir, il dit, écoute, je vais t'installer la Cadillac des valves, une Saint-Jude, avec un tronc commun comme tel, puis en téflon. Je pense que c'est du téflon qu'il a mis. Puis il dit, je t'opère quand t'es prêt. Mais là, je suis hospitalisé, là. Ouais, mais j'ai pas le temps de gérer ça, là, je vais y penser. Et j'avais un voisin c'est là que j'avais mon voisin de chambre, lui, qui avait un endocardite, puis ça faisait 4 fois qu'il était opéré, il attendait sa 5e fois que le temps que l'endocardite se résorbe. L'endocardite, pour les auditeurs, donc, c'est une infection là, des valves cardiaques. Donc... Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est ça, lui... fait que comme je n'avais pas pris de décision encore, puis pour moi, c'est important, la décision qui vient aussi de moi-même. T'appelles pas tes proches nécessairement parce qu'ils vont dire « Voyons, t'es fou de dire... de penser que ce soit non. » T'sais, pour moi, je n'avais pas évalué les risques. Là. Fait que donc, il fallait que la notion de décision partagée... Là, c'est là que ça commence à... c'est ça. Parce que là, j'avais... À mijoter. Ben, je me souvenais de la première chirurgie. Je me souvenais comment ça avait été, les sensations après la chirurgie. Puis là, est-ce que je voulais revivre la même chose? Puis là, je pose la question à mon voisin. Il dit... Moi, j'ai dit, vous, parce que lui, il avait été déjà opéré, fait qu'il était crédible à mes yeux. Puis là, vous feriez quoi à ma place? Là? Parce que lui avait entendu là, la discussion qu'on avait eue ensemble, Dr. Doyle puis moi. Puis il dit, moi, j'ai 50% des chances de mourir sur la table d'opération quand je vais me faire opérer. Si on me donnait la chance de me faire opérer demain matin, je dirais oui tout de suite. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Parce qu'on n'a jamais parlé de risque avec le Dr. Doyle. Mm-hmm. Fait que là, je prends le téléphone, puis là, je dis à Daniel Doyle, je suis prêt quand vous êtes prêt. Fait que ça a peut-être 2-3 jours, là, avec mon père. Mais là, c'était tellement calcifié, là, pour qu'il me dise qu'il a trouvé ça dur. Mm-hmm. Mais tu sais, la calcification de valve, on la ressent pas non plus, là, t'sais. Fait que tous ces éléments-là m'ont fait en sorte que j'ai été rendu avec une valve mécanique. Et l'anticoagulation? Ça, j'ai pas vu les impacts tout de suite de l'anticoagulation. L'anticoagulation, ben là, le problème que t'as, c'est que dans mon cas, on prend ça à vie. On n'a pas... Puis, on a un INR à gérer. Si vous voulez, c'est de la vitesse de quick du sang. Le temps de quick. Ouais, c'est ça. Hey, je suis rendu que je suis... Non, mais c'est bon. Mais encore, on précise un peu pour les auditeurs, c'est important. Donc, la première valve que tu avais eue étant une valve de donneur cadavérique, ce sont des valves qui n'ont pas de risque de faire des caillots et d'envoyer des embolies. Donc, les gens mènent une vie normale sans anticoagulation. Les valves mécaniques ont une durée de vie prolongée, mais
crée des thrombus. C'est un corps étranger. Le sang au contact du corps étranger à la sortie du cœur peut créer des thrombus, puis envoyer des thrombus dans la circulation, donner des accidents cérébrovasculaires ou des complications de cette nature-là. Donc, quand on parle d'une valve mécanique, on parle donc d'une médication pour éclaircir le sang, bon québécois. Ouais. Donc, d'où finalement la suite de ton récit, donc les enjeux du fait de devoir prendre cette médication-là au long cours. Ouais. Donc, le risque d'être trop ou pas assez anticoagulé. J'imagine que c'est là que tu allais. Ouais, ben c'est ça. C'est que faut gérer ça. Moi, j'ai entre 2,5 et 3,5 de INR, là, qui est l'unité de mesure, là, comme telle. Donc, 2 fois et demi plus clair qu'une personne normale, à 3 fois et demi plus clair qu'une personne normale. Ça, j'ai bien compris ça. Le régime qui va avec, c'est-à-dire des légumes verts, ben, les éviter. Ils appellent ça la vitamine K. Fait que donc, j'étais un bon patient, fait que je suivais ça. Mais ma conjointe aime beaucoup les légumes, fait que... Puis en fin de compte, je peux manger des légumes verts quand je veux, parce que dans le fond, si je garde le même régime, puis qu'on ajuste mon coumadin en fonction de mon régime, ben c'est comme un diabétique, là, tu manges du sucre ou si tu l'ajustes en fonction de tes données. Fait que depuis ce temps-là, moi, j'ai pas de problème là, comme tel. Je prends des doses de cheval, c'est-à-dire 12,5 à 15 mg par jour. Quand même. Puis j'ai déjà pris 25 par jour. De coumadin. De coumadin, 25 mg. Puis il y a des gens qui prennent même pas ça dans une semaine. Tout à fait. Parce que je suis une personne avec une certaines corpulences, et surtout, ben, probablement que mon système réagit de même. Beaucoup de légumes verts, j'imagine. Ben, à tous les repas. Mais là, le risque, si tu cessais complètement les légumes verts, ton INR monterait, là, finalement. Ouais, finalement, c'est ça. Okay. Ouais, ben, c'est pour ça qu'on garde, ces brocolis et ces choses-là, là, on les garde pour le souper, entre autres, là. Fait que c'est là que je vais. Petite précision encore, parce que tu dis tellement de choses scientifiques. Donc, pour les gens qui nous écoutent, donc, pourquoi les légumes verts, le coumadin, la valve cardiaque? C'est parce que dans les légumes verts, comme tu disais, il y a de la vitamine K. Et la vitamine K, c'est une vitamine qui sert à faire coaguler le sang. Il y a différents facteurs dans le sang qui font coaguler, là. Donc, et la vitamine K est un composante essentielle du système de communication. Et le coumadin dont tu parlais, ou la warfarine, c'est un ça neutralise l'effet de la vitamine K. Donc, ça, les légumes verts sont un exemple, mais il y a d'autres. Il y a sûrement d'autres composants. Il y a d'autres enjeux. La prise d'antibiotiques, parfois, il y a plein de choses qui... les antibiotiques, oublions ça, dans mon cas, là. Fait que si j'ai mal quelque part, je prends des Tylenol. Je peux pas prendre d'Advil ou des choses semblables. Mais c'est un comportement là, que je dois comprendre. Puis je me suis intéressé à ça, puis que je dois ingurgiter, si on veut, pour être capable de ne pas avoir de problème. Mais malheureusement, suite à ma deuxième chirurgie, ben j'ai fait un ACV parce que mon INR était trop bas. Trop bas. Fait que... mais pas de séquelles là, apparentes. Là. J'ai été quelques mois, là, la mémoire à court terme... pas capable de lire puis de retenir. Là. Ça devient problématique. Surtout que je travaillais dans le domaine de la technologie. Puis, comme je répondais beaucoup à des appels d'offres et des choses semblables, ben, à un moment donné, la mémoire devient importante. Fait que j'ai été 6 mois sur le KO. Le permis de conduire enlevé. Là, j'ai appris que c'était un droit qu'on a. C'est pas quelque chose que... Un privilège. Un privilège que le gouvernement nous donne d'utiliser nos routes. Là. Puis, de toute façon, je le faisais bien pas pour moi nécessairement, mais pour les proches. Là, et pour les citoyens, là, pour pas que j'ai des problèmes à la conduite. Là. J'ai été un bon patient là-dessus. Même si j'avais hâte, à un moment donné, de revenir travailler. J'étais un travaillant à la base. Là. J'ai toujours aimé faire ce que je fais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fait un ACV après ça, puis là, suite à ça, ben j'ai eu certains autres problèmes, comme dû au coumadin, j'ai fait un syndrome compartimental. Je m'entraînais, des haltères sont tombés sur ma jambe, j'ai fait un hématome,
Ben, l'hématome, j'étais allé à l'urgence voir si je savais pas qu'il y a une fracture, ces choses-là, puis finalement, non. Fait que on m'a dit, si vous faites de la fièvre, venez nous revoir. Si votre jambe devient bleue, allez à l'hôpital, c'est à Saint-François-d'Assise, où sont les orthopédistes, comme tel, mais c'est tout. Fait que finalement, au bout d'une semaine, ma jambe était tellement grosse que je pouvais plus mettre de pantalon, plus mettre de souliers. Puis là, je m'en vais travailler en pantoufles, puis en culotte de jogging. C'est une image corporative un petit peu différente. Donc. Je dis, excusez-moi, c'est le mieux que je pouvais faire. Je connais pas personne de plus gros que moi. Fait que... Puis là, quand je suis arrivé le vendredi soir, j'étais inquiet. Là. Je dis, je suis pas pour grossir encore bien longtemps. Là. Combien de temps? Là, j'avais fait ce que j'avais pu faire comme tel. Mais là, j'appelle mon frère. Mon frère est médecin à Bromont. Je vais lui parler, puis tout ça. Il dit, va-t'en à une urgence où il y a un orthopédiste. Tu fais probablement un syndrome compartimental. Je savais pas ce que c'était, là, comme tel. Tu pourras expliquer ce que c'est comme tel. Fait que finalement, je m'en vais au CHUL, puis dans la nuit, on m'a opéré. Il y avait tellement de pression que je risquais de perdre ma jambe. C'est ça. Donc, petite pause explicative. Le syndrome compartimental, donc les loges, les muscles dans les... On peut l'avoir au niveau de l'abdomen, mais dans ton cas, donc dans la jambe, les muscles sont entourés par une gaine qui ne peut pas se distendre. À peu près, là. C'est comme, on pourrait imaginer une toile de... un manteau peut-être style Gore-Tex un peu ou autre. Donc, la toile ne peut pas se distendre. Donc, s'il y a une hémorragie dans le muscle, à l'intérieur de cette gaine qui ne peut pas se distendre, ça augmente la pression dans la loge. La pression augmente, le sang arrête de perfuser le muscle, les nerfs. Donc, ça peut entraîner donc de l'ischémie, de la nécrose musculaire, d'où le risque, finalement, comme tu dis, de perdre la jambe ou de rester avec des douleurs chroniques, parfois aussi, là, dû à la compression des nerfs ou autre. Là, donc, ouais, puis ça a été un drôle d'épisode, là, comme tel. Puis là, moi, j'essaie j'essaie pas d'aller à l'hôpital pour aller à l'hôpital. Je pense que j'ai assez donné, puis je pense que j'ai coûté déjà assez cher à notre système. On est en quelle année à ce moment-là? Disons, en 2000... l'ACV, c'était en 2008. OK. Puis le syndrome compartimental, c'était en 2017, à peu près. Ça fait pas très longtemps, OK? Non, ça fait pas très longtemps. Puis après ça, je me dis, bon, OK. J'ai dit, c'est drôle, personne ne m'a parlé de quoi que ce soit. On m'a parlé de symptômes. On m'a pas éduqué sur le syndrome compartimental. Tu sais... Là, après la chirurgie, j'étais là, puis je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, je voudrais pas que ça arrive à d'autres personnes, cet élément-là. Là. Tu sais, l'élément de diffusion de l'information pertinente, parce que, basé sur un symptôme qui n'est pas précis, tu sais, bon, la fièvre, oui, parce que tu peux la mesurer, mais pied bleu, moi, je suis daltonien, tu sais, pied bleu, des fois, il peut être rouge, puis... C'est pareil. C'est ça, on n'a pas posé la question si j'étais daltonien ou pas. Mm-hmm. Fait que cet élément-là, ben, ça m'a bloqué. Puis là, c'est là que j'ai connu la commissaire aux plaintes. Fait que là, moi, l'objectif que j'avais dans tout ça, c'est que, d'abord, il faut que tu trouves le commissaire aux plaintes, il faut que tu saches que ça existe. Pour ceux qui travaillent dans un hôpital, c'est correct, là, mais pour un patient ou un citoyen qui arrive, puis il n'est pas affiché comme commissaire aux plaintes. Puis de toute façon, je trouve le nom tellement... c'est comme si, moi, j'ai une bonne nouvelle à donner, je la dis à qui, la bonne nouvelle? Si je suis content de l'équipe qui m'a soigné, tu sais, à part de dire directement aux personnes, il est où le commissaire aux bonnes nouvelles? C'est comme s'il fallait avoir une plainte pour parler à un commissaire. Tu sais, la qualité de prestation. Pour interagir avec l'organisation, ça passe par une mauvaise expérience. C'est ça. Pas par une bonne. C'est ça. Et puis je me suis toujours dit que ça devrait être un service à la clientèle. On devrait nommer une entité service à la clientèle dans laquelle on retrouverait commissaire aux plaintes, les rendez-vous, en fait, tout ce qui touche, si vous voulez,
la relation citoyenne. Incluant les bonnes nouvelles. C'est ça. Parce que là, je saurais où appeler pour les bonnes nouvelles. Merci à l'équipe. Puis je voudrais le dire tout fort. Là, je suis pogné pour le dire juste à ceux. Je suis content. Vous êtes fiers d'afficher que l'agrément, vous avez passé l'agrément à telle note, mais je sais pas c'est quoi l'agrément. Pourquoi vous n'auriez pas des bonnes nouvelles aussi? Tant qu'à ça, l'agrément est beaucoup plus interne pour vous autres que pour les citoyens, parce que les citoyens ne comprennent pas c'est quoi l'agrément. Ou presque pas. On a fait peu de publicité sur la qualité. Fait que tout ça pour revenir, fait que c'est là que je commence avec parler à la commissaire aux plaintes. OK, bon. Moi, ce que je voulais m'assurer, c'est que le processus soit revu, la trajectoire de soins soit revue, afin qu'on parle des symptômes, mais qu'on éduque le patient sur les possibilités que ce soit un syndrome comportemental ou des choses semblables. Peut-être que j'aurais réagi plus rapidement, le sachant. Mais je suis chanceux, je connais du monde. Hein. Mais je pense toujours à ceux qui ne connaissent pas de monde, puis qui n'ont pas cette chance-là. Ils se ramassent avec une jambe qui... Parce que si tu n'avais pas appelé ton frère ce soir-là, tu serais resté chez toi plusieurs jours de plus. Oh oui. Toute la fin de semaine à attendre. Puis genre, ça m'aurait fait mal. À un moment donné, je ne sais pas c'est quoi l'ultime effet. C'est-à-dire que peut-être qu'à ce moment-là, tu sens plus ta jambe, puis ils sont obligés de l'amputer. Ça peut aller là. Je veux dire, t'attends jusqu'où? Si j'ai pas d'instruction, je peux pas m'éduquer, puis je peux pas m'éduquer, je peux pas réagir. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, j'ai passé, une fois que le commissaire aux plaintes a pris ma plainte, tout ça, j'ai rencontré le médecin examinateur. Là, je suis rendu à la deuxième étape, c'est-à-dire celui qui examine les cas lorsqu'on parle de médecin. Fait que j'ai rencontré tout ça. J'ai fait part de mon concern par rapport à ce que j'ai vécu. Puis on m'a répondu 1 mois plus tard que le médecin a admis qu'elle ne vous a pas parlé du choc du syndrome comportemental, mais elle a suivi les processus ou le suivi ou la trajectoire de soins. Là, j'étais un peu resté sur mon appétit parce que là, j'ai dit, ça ne change pas les trajectoires de soins, ça ne s'améliore pas. Moi, dans mon livre à moi, ça s'améliore. Pour en avoir fait des trajectoires de soins, on les revoit selon les meilleures pratiques. La littérature, les chercheurs, ils font quoi? Ils font des nouvelles pratiques, puis après ça, on les adopte dans le champ, si on veut. Ben, pour moi, c'était la même chose. Je veux dire, je voulais, dans le fond, pas punir les urgentologues que j'ai vus. Je voulais les conscientiser à diffuser l'information, la bonne information aux patients. C'était ça mon objectif. Malheureusement, l'objectif n'a pas nécessairement été atteint. Mais ça fait partie de ça. Ben, malheureusement, je te dirais que dans le corps médical, tout ce qui vient du commissaire aux plaintes puis du médecin examinateur, c'est perçu de façon très... je dirais pas péjoratif, mais les médecins sont sur la défensive. Ouais. Il y a un aspect médico-légal. Je pense pas que les médecins, puis je pourrais m'inclure là-dedans, toute honnêteté, perçoivent ça comme une occasion de s'améliorer. Les médecins reçoivent ça comme peut-être un peu une attaque personnelle, une blessure narcissique, un caillou dans le soulier aussi, parce qu'il va falloir prendre du temps pour réviser le dossier, rencontrer le médecin examinateur, probablement rédiger une réponse écrite. Ensuite, le médecin qui reçoit ça n'est pas trop sûr si le patient n'est pas au début de son processus. La plainte au collège des médecins, la poursuite civile. Donc, malheureusement, la culture fait que les médecins ne sont pas ouverts. Je ne sais pas si c'est la perception que tu as de tout ça ou je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche. Non, c'est tout est dans la façon de le dire. Moi, j'aurais aimé avoir l'objectif que le médecin examinateur aurait pu offrir, c'est que je rencontre l'urgentologue avec lui, puis qu'on en discute sur une base positive. Pas sur une base, j'ai pas l'intention de poursuivre personne, je veux dire, puis ça vient beaucoup aussi, puis souviens-toi de mon père, là, qu'il était médecin de famille dans le temps, puis
Les médecins étaient perçus comme Dieu est à la gauche ou à la droite du médecin, puis puis c'est des sauveurs, les gens sauvent des vies, tu sais, puis fait que c'est touché de dire comment je l'adresse à un médecin, tu sais, ils sont tous de bonne foi, tu sais, parfois quand t'es né dedans, tu prends pas nécessairement le recul nécessaire pour dire ok, est-ce que j'ai fait une bonne pratique ou est-ce que puis là, t'en parles avec des collègues, tout ça. C'est plus ça que je visais, tu sais, la collégialité, mais en incluant le patient. Parce que lui, comment il sent à travers tout ça? Pour moi, c'est un enjeu essentiel à ça. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Donc, ça, c'est le parcours patient. Puis ta carrière professionnelle aussi, un peu... moi, d'abord, ça fait plus que 30 ans que je suis en informatique. Je peux la diviser en deux. La première partie, là, disons, les 15 à 20 premières années, c'était de l'informatique traditionnelle. C'est-à-dire, moi, je travaillais pour des firmes. J'ai commencé à faire de la formation dans une boîte de formation à des clients gouvernementaux. On avait une boîte qui s'appelait Multi-Exa dans le temps. Puis on donnait de la formation aux gens qui utilisaient des logiciels. On avait 15 succursales au Québec. Puis... si je me souviens bien, peut-être que le chiffre n'est pas bon, mais on était présent partout au Québec. Mais malheureusement, quand l'an 2000 est arrivé, ben là, tout le monde voulait aller à la bourse. Fait que la compagnie a fait faillite. Fait que là, il a fallu que je me revire de bord. Puis là, je suis allé travailler pour une firme de consultants qui s'appelait Conicase dans le temps, qui était achetée par CGI. Fait que le marché de l'informatique a beaucoup bougé dans ces années-là, comme tel. Et moi avec, forcément... Fait que je me trouve une place où j'étais bien. Puis, à partir de 2000... Après 2005, après ma deuxième chirurgie, où je me suis intéressé à la santé, là, j'ai commencé à travailler pour des organisations comme TELUS, des organisations comme IBM et comme Siemens. Pour... Siemens, ils ne sont spécialisés... en fait, ce que je faisais, c'est que j'étais représentant pour les équipements médicaux. Les équipements de radiologie, puis on appelle ça des modalités. Fait que pour la région de Québec, comme telle, puis je trouvais que les équipements, j'étais trop loin du patient. On parle de PACS pour l'image, mais le bien-être du patient, le sourire du patient, pour moi, je le voyais pas assez. Puis après ça, BTLUS puis IBM ont des solutions technologiques qui pouvaient aider le bien-être du patient, résoudre des problèmes administratifs, en tout cas on parle de dossiers cliniques informatisés, on parle de DME, médico-électronique dans les cliniques médicales, ces choses-là. Fait que j'ai l'impression qu'en se rapprochant des données des patients, je peux des fois trouver j'aime beaucoup l'innovation, fait que trouver des façons d'aider de plus près les patients et leurs proches aidants. Parce que pour moi, le patient, j'inclus toujours la famille, parce que la famille est omniprésente à travers tout ça. Fait que quand je parle de patient partenaire, ça inclut les proches aidants. Quand je parle de citoyen, j'inclus
patient, proche aidant, puis on n'est pas toujours patient. Des fois, à la base, on est citoyen, tous des citoyens. Fait que et comme tel, ça m'a toujours intéressé d'essayer de résoudre des problèmes grâce à la technologie, des problèmes d'accès. OK, on a des problèmes d'accès, comment on fait pour aider la population à accéder à la première ligne. Moi, j'avais une clinique, la clinique, comme tel, les médecins qui m'ont suivi, j'étais chanceux, j'ai eu un médecin de famille toute ma vie. J'en ai encore un. Tu sais, le point de vue médical, c'était extraordinaire. Je me considère choyé, puis indépendamment de mon background patient, là, je pourrais ne pas en avoir, puis ça me dérangerait pas, là, je veux dire. C'est facile à dire pour quelqu'un qui en a un par rapport à ceux qui en ont pas. Puis j'entends beaucoup ça, l'accès difficile. Puis moi-même, parfois, j'appelais à ma clinique, essayer de parler, prendre un rendez-vous, parce que technologiquement, on ne le ferait pas, de prendre un rendez-vous par le web. Fait que j'appelais, puis souvent, la ligne tombait, parce que ça sonnait occupé, comme quand j'étais jeune. Tu sais, j'appelle ma clinique, puis le système téléphonique sonne occupé. En 2023, 2022. C'est incroyable. Pas normal, là. Je dis, je pense à ma mère qui a 87 ans, qui veut parler à son médecin de famille, puis elle a le même résultat en bout de ligne. Je dis, ça marche pas, la patente, là. Fait que j'ai fait des propositions d'agents virtuels intelligents pour être capable de dispatcher. En fait, il n'y a pas de downtime. C'est que les appels rentrent, puis il y a toujours on peut dire un robot, mais un robot intelligent qui comprend parce qu'il y a des solutions qui sont intelligentes, qui sont capables de comprendre les accents des gens, sont capables de comprendre le langage humain, en fait, qui peuvent être à l'entrée, desservir les clients qui appellent. J'appelle les clients, mais en tout cas, les clients qui appellent, puis les faire attendre ou les envoyer à quelque part d'autre si c'est pas nécessaire qu'ils parlent à une infirmière ou un médecin. Fait que ça résoudrait bien des problèmes. Est-ce que ça existe aujourd'hui, ces solutions-là? Oui, ça existe. OK. Oui, ça existe. Parce que c'est quand même incroyable de penser qu'encore aujourd'hui, comme tu dis, sans critiquer là, nécessairement la personne qui va fonctionner dans ce système-là, mais pour prendre rendez-vous avec son médecin de famille, il faut appeler, par exemple, le 1er du mois à 8 heures. Ouais. Puis là, finalement, on est sur la ligne. Les rendez-vous sont pleins. Ouais. Vous vous rappellerez le mois prochain. Ça existe, si je ne m'abuse, ça. Malheureusement, ça existe. En 2023. Ouais. Donc, c'est de moins en moins, parce que là, maintenant, de plus en plus, il y a des solutions qui permettent de prendre des rendez-vous, soit les DME les offrent, ou les Clics Santé de ce monde offrent de prise de rendez-vous avec des cliniques, là. Mais tu sais, à quelque part, quand j'entends des heures d'attente au téléphone, puis les gens raccrochent, on va parler du 8 en 1, là, le GAP, là, qui est une extraordinaire solution, mais le GAP, là, comme tel, le 8 en 1, si j'attends 3 heures ou 2 heures sur j'ai du goût de raccrocher, oui. Tu sais, qu'est-ce qui est le plus important, c'est-tu de ne pas rater les appels puis de les prendre? Ou bien non, laisser les gens accrocher. Les statistiques vont dire, OK, il y a tant de gens qui ont appelé, mais ceux qui ont raccroché la ligne, on les considère plus comme ayant appelé. C'est quoi la proportion de gens qui ont raccroché? Parce que ça, on ne le connaît pas. Et des fois, c'est ces appels-là qui sont importants à avoir. Tout à fait. Non, mais je veux dire, je peux pas comprendre qu'on attende 2 ou 3 heures sur un téléphone pour avoir accès à quelqu'un. Là, remarquez bien que du 2-3 heures, c'est peut-être 1 heure. Là, même 1 heure. Ouais. Mais ça, malheureusement, quand on parle d'accès, ça devient difficile si on ne met pas... On a tendance souvent à parler, on remplace une ressource par une ressource, le temps infirmière est important. Si on était capable de dire on va mettre la technologie, ceux qui n'ont pas besoin de parler d'infirmière, on les envoie au bon endroit. Parce qu'il y a des gens qui appellent au 811 et puis dire j'ai peut-être besoin de tel renseignement. Avoir accès au réseau de santé, t'appelles où en partant? Je me pose la question souvent, il est où mon accès?
Mon médecin de famille, c'est souvent le cas, quand on a un. Quand on n'a pas, tu fais quoi? L'urgence. L'urgence. Mais l'urgence, quand tu as besoin d'une information autre que ça, tu fouilles. Mais souvent, il y a des appels sur le 811. Tu sais, mettons, j'ai un problème avec mon enfant. N'importe quel problème, on a tendance à ramener toujours au plus facile. Puis ça crée l'achalandage qui est parfois inutile. Tu sais, on 8 à 1, option 3, qui est pour le gap, je pense. Ceux qui n'ont pas de patients. C'est l'accès qui est difficile. Là. Tout ça pour dire que peu importe la façon, je pense que l'accès est difficile pour les gens. Puis c'est souvent ce qu'on entend en bout de ligne. Puis est-ce qu'on veut remplacer des ressources par des ressources? Je pense qu'on est rendu à l'étape aujourd'hui que le levier de la technologie pourrait aider à répondre aux attentes des gens, aux besoins des gens. Je dis pas qu'on va prendre la place d'un médecin. Je dis simplement que tout ce qui est tâches qui n'amènent pas de valeur récurrente peuvent être très bien automatisées comme telles. Puis ça fait juste rendre le service plus efficace. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Comment fait-on pour les outils dont tu parles et dont tu vas peut-être encore nous entretenir par la suite? Comment fait-on pour rejoindre les utilisateurs du réseau qui ne sont pas rejoignables? Comme beaucoup des solutions passent par l'informatique, l'accès au web, beaucoup de solutions, même téléphone intelligent, tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas ces outils-là, qui ne savent pas comment les utiliser ou qui tout simplement ne veulent pas les utiliser. Je pense à la personne âgée, juste de lui dire, écoutez, allez sur Internet, c'est facile. C'est pas si facile que ça, parce que parfois, nous-mêmes, on pense à la mise à jour du site web La SAC. Donc, même en sachant un peu comment naviguer, on pouvait finir par perdre patience quand on tournait en boucle sur le site web de la SAC sans jamais trouver une porte de sortie. Alors, bref, comment fait-on donc, pour reprendre la question, l'enjeu pour moi, c'est beaucoup, un peu aussi pour tout ce qui est la promotion des saines habitudes de vie. Si on parle à quelqu'un qui a déjà des saines habitudes de vie, on a une écoute attentive, mais l'enjeu, c'est de rejoindre les gens qui ne nous écoutent pas. Comment on fait ça? Moi, je pense que le communautaire, je pense à la clinique SAPSA, qui rejoignent des gens qui traditionnellement ne vont pas dans le réseau de santé. C'est des exemples de même. Il y en a. Ces gens-là devraient être les piliers dans le fond, pas juste du communautaire, pas juste des soins, mais également de la promotion. On devrait en avoir plus. Je pense que ça pourrait régler certaines problématiques. Évidemment, ces gens-là qu'on veut rejoindre sont peut-être dans des cliniques aussi, mais faire la promotion à travers si on ne le fait pas de façon technologique, mais faire la promotion à travers des infrastructures qu'on a déjà présentes, parce qu'ils sont près des gens, la proximité. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis un gars qui m'intéresse à la santé. Mon GMF, exemple, il n'y a pas de promotion sur les projets de recherche qu'ils font. Il n'y a pas de... L'offre de service, c'est quoi l'offre de service que vous avez? Êtes-vous un psychologue? Je ne la connais pas. On n'a pas tendance
on n'a pas tendance à promouvoir. On n'est pas en mode push. Parce que la clientèle n'a pas besoin de courir après, elle vient à nous autres. Si on se met dans un état de dire, ben là, on devrait éduquer, on devrait informer la clientèle, les citoyens, de façon beaucoup plus, je dirais agressive, mais tu sais, vraiment, en tout cas, moi, je me souviens toujours, le ministère du Revenu du Québec, c'était un mandat que j'avais gagné dans le temps, là, les modules d'enregistrement des ventes qui collaient, dans le fond, c'était pour l'évasion fiscale. Ils avaient décidé qu'ils allaient mettre des boîtes noires auprès des caisses enregistreuses pour capter les transactions des restaurateurs, parce que certains restaurateurs captaient les taxes, mais ils ne les redonnaient pas au gouvernement. Fait que pour contrer ça, ils ont décidé d'implanter des boîtes noires pour toutes les caisses enregistreuses de chacun des restaurants pour capter justement les transactions, puis être capable de corriger l'information, puis les inspecteurs passaient, puis s'assurer que tout soit correct. Mais avant que ces boîtes noires-là soient déployées, ils ont demandé à la population n'oubliez pas de demander une facture à votre restaurateur. Je me souviens, comme si c'était hier, ils ont fait une immense campagne là-dessus. Je m'en rappelle. Ça a changé le comportement d'une population. C'est que on faisait notre part parce qu'on se sentait engagé là-dedans. Pourquoi? Parce que ça touchait l'argent on se faisait voler en tant que citoyen. Tout à fait. Puis en même temps, ça donnait un coup de main à appliquer la loi. Puis quand après ça, les boîtes noires ont été implantées, ça a été comme du beurre dans le voile. Fait qu'on a fait une campagne pour que la population soit engagée à la cause. Puis souvent, cet exemple-là, je le donne. Quand on veut changer un comportement ou on veut éduquer la population, on fait quelque chose que les gens se rappellent, puis que ça devient facile après ça dans l'application. Mm-hmm. Fait que, puis, tu sais, oui, on a eu la COVID, puis tout ça, puis malheureusement, on a fait de ce qu'on... Tu sais, personne n'avait vécu ça, là. Mais tu sais, quand tu veux changer des comportements, je pense là, que l'idée d'embarquer, qu'on se sente impliqué en tant que population, citoyen, je pense qu'à quelque part, les messages, à un moment donné, ils se rendent un peu partout. On n'a pas besoin de nécessairement spécifier un endroit un endroit précis, mais on peut collectivement être des répéteurs là, de ça. La prévention, ça devrait être quelque chose d'important, super important, mais malheureusement, souvent, les budgets n'étaient pas là, puis c'est moins de glamour, puis pourtant, c'est la porte d'entrée, souvent c'est la porte d'entrée des soins de santé. Christian, c'est quoi un patient partenaire? Pour moi, un patient partenaire, c'est quelqu'un qui a vécu avec une maladie, puis qui fait profiter, qui a vécu une maladie ou un proche, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai inclus le proche aidant. Un proche aidant peut également, sans avoir vécu avec la maladie directement, mais l'avoir vécu avec la personne qui est atteinte d'une maladie. Donc, c'est quelqu'un qui veut mettre son expérience patient au bénéfice du réseau de la santé afin d'améliorer la prestation de service. Moi, puis un patient partenaire, il y a pour avoir participé à différents projets de recherche, différents projets cliniques, j'ai fait, comme patient partenaire, j'ai peut-être 7-8 projets de recherche de fait, dont 2 où je suis soit initiateur ou co-auteur, qu'on parlera un peu plus loin. Puis j'ai fait partie des comités d'éthique, comité de gestion des risques, comité exécutif. L'hôpital Laval, j'étais sur le comité de direction qui se réunissait une fois par je ne sais pas trop combien, mais on m'invitait comme patient partenaire là pour amener le point de vue du patient. Puis des trajectoires de soins. J'ai participé en tant que patient partenaire à refaire des trajectoires de soins, surtout en chirurgie cardiaque, comme tel l'hôpital Laval.
Fait que, il est là. J'ai participé à l'Hôtel Dieu de Québec comme tel. Quand le NCH va être complètement terminé, ben là, on sait que l'Hôtel Dieu de Québec va être donné au CIUS de la capitale nationale. Ben, la mission du nouvel hôpital Hôtel Dieu de Québec, ça va être quoi? Fait qu'il y a eu des travaux qui ont été faits. Dans le temps, c'était le Dr Barrette qui était ministre de la Santé, puis il avait délégué certaines personnes du ministère, puis avec les Suisses de la capitale nationale pour créer, puis le CHU de Québec, créer une équipe pour voir c'est quoi les missions. Il y avait différents chantiers qui étaient mis en place. Fait que j'ai participé à pas mal tous les chantiers. Fait que c'est ça un patient partenaire. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la santé, peu importe comment, mais qui décide de s'investir pour aider à améliorer notre réseau de santé. Tu m'as raconté, lorsqu'on s'est parlé la première fois, que probablement lors de ta deuxième chirurgie cardiaque, tu faisais le tour de l'étage, puis tu parlais aux patients, tu leur racontais un petit peu ce qui les attendait, donc tu étais patient partenaire à ce moment-là, mais un peu un débutant, sans le savoir. Sans le savoir, probablement c'est plus avec l'empathie, tu sais. Puis l'hôpital Laval, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui le matin de l'opération sont nerveux. Seuls. Je me souviens, il y avait toujours 2-3 civières en avant du poste de garde. Qui attendent leur transport. C'est ça. J'allais y voir, puis tout ça, puis je disais, ça va bien aller, on s'en revoit plus tard, puis tout ça. Il y en a quelques-uns qui, des fois, ont plus de misère que d'autres, là. Mais je trouvais que ça les mettait dans un environnement positif. Je pense que la préparation, moi, la première chirurgie, quand je suis arrivé au poste de garde, je dormais. J'ai pas eu... Mais quand dans ma deuxième chirurgie, j'ai essayé d'aider les gens parce que les infirmières montrent c'est quoi les procédures, puis que la préparation, puis tout ça, c'est parfait. Mais quand on a quelqu'un qui a vécu, qui a passé à travers, puis il explique que ça va bien, puis regardez-moi aujourd'hui, je suis encore ici, mais c'est un autre problème, là, fait que c'est ça. Mais c'est là que j'ai découvert peut-être que en plus de la personne, du monsieur qui était dans ma chambre, l'importance, si vous voulez, de reconnaître des gens qui ont vécu les mêmes expériences que toi. Puis après ça, ce qui ça m'a donné un plus grand coup, c'est quand l'hôpital Laval, je l'appelle toujours de même, avait fait une rencontre avec des patients parce que moi, dans mon cas, j'étais seul, j'avais pas de gens qui m'aidaient il n'y avait pas de livre dans mon cas de préparation. On donne des livres aux gens qui vont se faire opérer. Voici comment ça va se dérouler avant, pendant et après. Un livre qui donne à chacun des usagers qui arrivent pour se faire opérer. Mais dans mon cas, il n'avait pas. Fait que Daniel Doyle m'apportait des revues américaines sur ce qu'il pensait qu'il allait me faire. Parce qu'il devait faire une autre technique, un Ross qu'il appelait. Puis il a changé pour un Bental parce qu'à l'ouverture, tu vois les dommages beaucoup plus que avec des images d'imagerie médicale. Fait que c'est ça. Puis quand l'hôpital Laval a organisé une rencontre avec différents patients qui ont eu des infarctus, des transplantations cardiaques, des remplacements de valves, là, on s'est recoupé ensemble, une dizaine de personnes, puis on a parlé de nos expériences. Là, ça a décliqué. Ça m'avait fait du bien. Moi qui cherchais pour des services, qu'est-ce que le système de santé, tu sais, je peux pas, tu sais, il y a des effets à un moment donné qu'on prend pas au début, puis qui viennent nous affecter un peu plus tard dans le temps. Tu sais, prendre conscience de ce que tu as vécu, tu sais, prendre un peu de recul, puis tout ça. Mais quand tu es tout seul, pour le faire, c'est assez difficile. Tu sais, j'avais pas personne près de moi qui avait vécu ça. Fait que comme il avait organisé ça, puis là, quand il y avait un transplanté qui avait dit que lui, il regrettait sa transplantation parce que à cause des médicaments. On sait que les gens transplantés... surtout le cœur, je pense, c'est difficile, le rejet. Pour le rejet, puis tout ça, là, fait que ça m'a surpris. La réponse, je me suis dit, il y a un cadeau, là, mais
c'est quand je parle de décision éclairée, puis quand je parle de la préparation comme telle, ça fait partie de la préparation, tu sais, d'évaluer avec tes proches. Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, ils essayent d'avoir des gens qui ont vécu certaines problématiques, puis tu sais, ça aide de prendre des décisions éclairées, mais peut-être que le monsieur, lui, quand il s'est fait opérer, il était tout seul, puis tu sais, la médecine, des fois, la science, elle prend le dessus sur un paquet de facteurs, parce que si tu dois avoir une transplantation cardiaque, la seule, c'est soit tu décèdes ou soit tu vis. C'est un ou l'autre, aussi bête que ça. Là. C'est difficile. Je prends l'exemple de ce patient-là. C'est difficile de concevoir que même s'il avait été plus informé sur les effets secondaires de la médication, est-ce qu'il aurait vraiment refusé la transplantation parce que l'option B est plus ou moins intéressante? Là. Ben, l'option B, c'est ça. Il est fatal. Tandis que l'option A, moi, j'ai un transplanté qui s'appelle René Chabot qui... Écoute, c'est pas parent avec moi, mais on vient tous du même Chabot, là, mais que j'ai rencontré comme tel dans mes épisodes. Puis ça m'a aidé, tu sais, ça m'a aidé. Fait que là, OK, là, je suis là, je me rends compte que les gens qui vivent des problèmes, puis là, peu importe les problèmes, là, ça m'aide à grandir là-dedans. T'sais, j'ai pu passer à travers tous les épisodes parce qu'il y a des patients partenaires, des patients, des proches aidants. Je m'intéressais à ce qu'ils disaient, puis j'en prenais là-dedans qui faisait mon affaire pour être capable d'évoluer, puis jamais ramener ça. Moi, je dis que je vis sur du temps emprunté, puis je dis tout ce qui m'était arrivé là, dans ma vie. Là, puis pendant ce temps-là, mon père est décédé en prenant une vacance. En partant en vacances un été, puis il a eu le cancer, puis il n'est jamais revenu travailler, il a 65 ans. Puis, tu sais, j'en ai voulu beaucoup à la vie parce que moi, j'ai eu 2 chances, peut-être 3 chances. Mon père n'a pas eu de chance. Tu sais, ça m'a pris beaucoup de temps à passer à travers ça, là, indépendamment du cas spécifique, là, mais... Fait que ça m'a aidé. De passer à travers tout ça. Puis c'est pour ça que je dis que puis il y a des points de vue que je pense que le patient partenaire amène qui sont super intéressants pour faire avancer le réseau de la santé. Puis écoute, je suis le projet de loi 15 là, actuellement. Là, c'est pour la réforme du réseau de la santé. Puis c'est du stock là, comme tel. Puis on est très souvent sarcastique par rapport au réseau de la santé, puis je trouve ça de valeur. Puis je pense que plus on va intégrer les patients partenaires, plus on va humaniser, en tout cas, plus on va humaniser le système de santé, je veux dire la partie du ministère de la Santé, là, en fait, on va se rendre compte qu'on a une grande place à jouer là-dedans. Donc pour moi, le patient partenaire, il est essentiel. Je crois même que le patient partenaire a un rôle où, aujourd'hui, ce sont des gens qui travaillent dans le réseau de la santé qui font ce rôle-là. Peut-être qu'il y a un rôle, quand on parle de prévention, il y a peut-être quelque chose que les patients partenaires pourraient avoir. Tout à fait. Dans la communication avec les patients comme tel, on parle de littératie de niveau 2. Moi, si m'arrive avec un article scientifique que je comprends pas, j'aurais pas d'intérêt à le lire. Puis, c'est pas parce que j'ai pas d'éducation, c'est parce que je comprends pas. Je suis obligé d'être toujours sur le web pour chercher les acronymes, les mots, tout ça. Mais il faut s'arranger aussi qu'on soit capable d'avoir une littératie que les gens vont comprendre. L'engagement vient souvent de là. Le patient partenaire, moi je donne la formation, exemple, aux étudiants en médecine à la faculté de médecine de l'Université Laval, des étudiants de première année, il s'appelle le cours MMS2. Puis on parle de cas. Il y a des cas, puis c'est une classe à peu près, des classes que juste à peu près 16, à peu près. Puis la moitié viennent du cégep, puis l'autre moitié, ils ont soit eu d'autres formations préalables, ils faisaient d'autres choses. C'est super intéressant. Puis là, on parle du point de vue du patient sur certains cas. Fait que ça les confronte avec ça. En fait, ce que l'avenir leur réserve. Puis c'est de voir ces jeunes-là plein de première année, là, plein
plein de joie de vivre, de plein de joie de résoudre des problèmes, puis on parle même pas au niveau spécialiste, puis tout ça, mais il y a des problèmes au niveau de la médecine de famille, de ressources, mais si ça peut aider justement des fois à dire, ben c'est intéressant la médecine familiale, parce qu'on a un problème, ben j'ai l'impression en tout cas, au moins de s'assurer qu'on fait partie d'une équipe. Que ça démontre que les patients maintenant là, ils s'intéressent à leur maladie, s'intéressent de plus en plus, l'information est là, puis qu'ils veulent aider notre système à bien travailler. Ceci complète la première partie de mon entrevue avec M. Christian Chabot. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.